14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris. Henri IV, roi de France, traverse la capitale dans son carrosse pour rendre visite à son ministre Sully. Le cortège s'immobilise dans un embouteillage. Un homme surgit de la foule, escalade la roue du carrosse et plonge sa lame dans la poitrine du souverain. François Ravaillac vient de réussir là où 20 autres ont échoué avant lui. Cette mort violente clôt le règne de l'un des plus grands rois de France. Un homme qui a unifié un royaume déchiré par 40 années de guerre civile. Un souverain qui a changé 6 fois de religion pour sauver son pays. Un monarque qui a survécu à une vingtaine de tentatives d'assassinat avant de succomber à la 21e. L'histoire d'Henri IV commence en 1553 dans les montagnes béarnaises. Son grand-père, soucieux d'en faire un vrai montagnard, frotte ses lèvres de nouveau-né avec de l'ail et lui fait boire du vin de Jurançon. Ce rituel ancestral forge le caractère d'un homme qui passera sa vie à réconcilier les inconciliables. Dès sa naissance, Henri porte en lui les contradictions de son époque. Son père Antoine de Bourbon reste catholique par calcul politique. Sa mère Jeanne d'Albret se convertit au protestantisme avec la ferveur des convaincus. L'enfant grandit entre deux mondes religieux qui s'entretuent depuis des décennies. La France du milieu du XVIe siècle baigne dans le sang. Depuis 1562, 8 guerres de religions successives opposent catholiques et protestants. Ces conflits ne ressemblent à aucune guerre traditionnelle. Point de grandes batailles décisives, mais des sièges interminables, des massacres atroces et une violence qui gangrène chaque village, chaque famille. Les protestants, qu'on appelle aussi huguenots, représentent à peine 10% de la population française. Leur nombre ne reflète pas leur influence politique. Nombre de grands seigneurs embrassent la réforme, moins par conviction religieuse que par opposition au pouvoir royal centralisateur. Le protestantisme devient l'étendard de tous les mécontentements. En face, la Ligue catholique rassemble les fidèles de Rome autour de la puissante famille de Guise. Ces derniers reçoivent l'appui de l'Espagne de Philippe II, qui rêve de replacer la France sous l'autorité papale. La guerre civile française s'inscrit dans un conflit européen plus vaste. Henri grandit dans cette atmosphère de violence permanente. À 9 ans, il assiste au siège de Navaranx. Les boulets de canon sifflent au-dessus de sa tête. Les cris des blessés résonnent dans ses oreilles d'enfant. Cette précocité face à la guerre forge un homme qui comprendra toute sa vie que seule la négociation peut apporter la paix durable. Sa mère Jeanne d'Albret lui inculque une éducation protestante rigoureuse. Les précepteurs huguenots lui enseignent la Bible, mais aussi l'art de gouverner. Le jeune Henri apprend à parler béarnais avec les paysans de son royaume. Cette proximité avec le peuple marquera profondément sa conception de la royauté. En 1572, Henri a 19 ans quand sa mère négocie son mariage avec Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX. Cette union doit sceller la réconciliation entre catholiques et protestants. L'ironie du sort veut que ce mariage destiné à apporter la paix déclenche l'un des massacres les plus terribles de l'histoire de France. Le 18 août 1572, Henri épouse Marguerite de Valois devant Notre-Dame de Paris. Toute la noblesse protestante converge vers la capitale pour célébrer cette union historique. L'espoir renaît chez ceux qui rêvent de voir cesser les tueries. 6 jours plus tard, dans la nuit du 24 août, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois sonnent le signal du massacre. La Saint-Barthélemy commence. Les soldats du roi défoncent les portes des hôtels particuliers où logent les invités protestants. Les lames se teintent de sang dans les ruelles parisiennes. Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants et mentor d'Henri, périt défenestré. Son corps mutilé traîne dans les rues de la capitale. 3000 protestants meurent à Paris. Le massacre s'étend en province où 10 000 autres victimes s'ajoutent au bilan macabre. Henri échappe à la mort grâce à son statut de prince du sang. Charles IX le convoque dans ses appartements. Le roi de France, encore adolescent et manipulé par sa mère Catherine de Médicis, brandit un pistolet sous le nez d'Henri. Messe ou mort. Le jeune marié n'a d'autre choix que d'abjurer sa foi protestante pour sauver sa vie. Cette première conversion forcée marque le début d'un parcours religieux chaotique. Henri comprend que dans cette France déchirée, la survie passe par l'adaptation. Il reste prisonnier à la cour pendant 4 années, observant, apprenant, préparant sa revanche. Durant sa captivité dorée au Louvre, Henri découvre que la vie d'un prince protestant converti de force reste précaire.
Les espions de la Ligue surveillent chacun de ses gestes. Les fanatiques catholiques voient en lui un traître à éliminer. Les protestants les plus intransigeants le considèrent comme un apostate. En février 1576, Henri réussit enfin à s'échapper de la cour. Il rejoint ses partisans en Gascogne et abjure publiquement sa conversion forcée. Cette volte-face religieuse, la troisième de sa vie, lui attire les foudres des deux camps. Les catholiques y voient la confirmation de sa duplicité. Les protestants doutent de sa sincérité. Les premières tentatives d'assassinat ne tardent pas. Des tueurs isolés tentent leur chance lors de ces déplacements. Henri échappe par miracle à une embuscade près de Eauze en décembre 1576. Des gentilshommes catholiques de la région ont organisé un guet-apens. Seule la vigilance de ses gardes lui évite la mort. La réputation d'Henri comme cible privilégiée se répand dans tous les camps radicaux. Les prédicateurs ligueurs appellent ouvertement à son assassinat depuis leur chair. Ils prêchent que tuer ce faux converti constitue un acte pie devant Dieu. Les tentatives se multiplient sans qu'Henri modifie ses habitudes. Il refuse catégoriquement de s'entourer d'une garde rapprochée massive. Cette insouciance apparente cache une stratégie politique. Montrer au peuple qu'il reste accessible, contrairement aux souverains cloîtrés dans leur palais. En 1584, la mort du duc d'Anjou, frère et héritier d'Henri III, change la donne. Henri de Navarre devient officiellement l'héritier présomptif du trône de France. Cette perspective horrifie la Ligue catholique qui préfère voir le royaume sombrer plutôt que d'accepter un roi protestant. Le 1er août 1589, Jacques Clément, moine dominicain fanatisé, assassine Henri III d'un coup de couteau. En mourant, le dernier roi de la dynastie des Valois désigne Henri de Navarre comme son successeur légitime. À 36 ans, le protestant béarnais devient Henri IV, roi de France. Cette accession au trône déclenche une levée de boucliers sans précédent. La Ligue refuse de reconnaître sa légitimité. Le pape Sixte Quint l'excommunie. Philippe II d'Espagne envoie ses tertiaux soutenir les catholiques français. Henri doit reconquérir son propre royaume les armes à la main. Les tentatives d'assassinat prennent une ampleur nouvelle. Elles ne relèvent plus d'initiatives isolées, mais d'un véritable plan concerté. Les jésuites, accusés de prêcher le régicide, deviennent les suspects numéro 1 de tous les attentats. En août 1593, Pierre Barrière, ancien soldat de la Ligue passé au service du roi, est arrêté à Melun. L'homme porte sur lui un couteau et clame haut et fort son intention d'assassiner Henri IV. Les enquêteurs découvrent qu'il a été manipulé par des prêtres qui lui ont certifié qu'un tel acte 50 assurerait du paradis éternel. Barrière révèle sous la torture l'existence d'un réseau d'apprentis régicides. Des hommes d'église fanatiques recrutent des esprits fragiles et les persuadent que tuer le roi hérétique constitue un devoir religieux. Cette découverte terrifie l'entourage royal, qui comprend que les menaces vont se multiplier. Les services de sécurité d'Henri IV identifient au moins 8 tentatives sérieuses entre 1589 et 1593. Chaque fois, la vigilance des gardes ou la chance sauve la vie du roi. Ces échecs répétés alimentent chez Henri un sentiment de fatalisme qui inquiète ses proches. Face à l'impossibilité de soumettre le royaume par la force, Henri IV prend la décision la plus importante de son règne. Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, il abjure solennellement le protestantisme pour la 4e fois de sa vie. Cette conversion, mûrement réfléchie, vise à couper l'herbe sous le pied de ses opposants catholiques. La cérémonie revêt un caractère théâtral parfaitement orchestré. Devant le portail de l'abbatiale, Monseigneur de Beaune, archevêque de Bourges, demande « Qui êtes-vous » Henri répond « Je suis le roi. » Que demandez-vous ? À être reçu dans le giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. Cette conversion de raison divise profondément les contemporains. Les protestants crient à la trahison. Les catholiques modérés y voient enfin une issue à la guerre civile. Les ligueurs intransigeants dénoncent une manœuvre politique et refusent de reconnaître la sincérité de cette nouvelle abjuration. Le 27 février 1594, Henri IV se fait sacrer à Chartres, Reims étant encore aux mains de ses ennemis. Cette cérémonie lui confère enfin la légitimité religieuse qui lui manquait. En mars, il entre triomphalement dans Paris, accueilli par une foule en liesse lassée par des années de guerre.
Mais les extrémistes n'abdiquent pas. Le 27 décembre 1594, alors qu'Henri IV rend visite à Gabriel d'Estrées dans l'hôtel de Schomberg, un jeune homme de 19 ans surgit et tente de le poignarder. Jean Châtel, étudiant au collège jésuite de Clermont, blesse le roi à la lèvre supérieure et lui brise une dent. L'attentat de Châtel marque un tournant dans la perception de la menace. Pour la première fois, un régicide manqué est commis dans l'intimité du roi, chez sa maîtresse. L'enquête révèle que le jeune fanatique a été endoctriné par ses professeurs jésuites qui lui ont enseigné la légitimité du tyrannicide. La répression qui suit frappe durement la Compagnie de Jésus. Le père Guignard est pendu et brûlé en place de Grève. Tous les jésuites sont bannis du royaume. Cette mesure drastique témoigne de la peur que suscitent désormais les tentatives d'assassinat. Malgré sa conversion, Henri IV doit encore faire face à la méfiance des catholiques les plus radicaux et à l'amertume des protestants qui se sentent abandonnés. Il déploie des trésors de diplomatie pour rassurer les deux camps sans jamais perdre de vue son objectif: unifier définitivement la France. En 1595, le roi échappe à une nouvelle tentative d'assassinat. Julien Guédon, gentilhomme normand manipulé par des exilés ligueurs, est arrêté avant de passer à l'acte. Son interrogatoire révèle l'existence d'un complot impliquant l'Espagne et les anciens membres de la Ligue réfugiés à l'étranger. Ces découvertes poussent Henri IV à intensifier sa politique de réconciliation nationale. Il comprend que seule la pacification générale mettra fin aux tentatives d'assassinat. En 1598, il promulgue l'édit de Nantes qui accorde aux protestants la liberté de culte et des garanties politiques. Cette mesure révolutionnaire fait scandale chez les catholiques intransigeants, mais pacifie durablement le royaume. La même année, la paix de Vervins avec l'Espagne prive les opposants français de leur soutien extérieur. Philippe II renonce à ses prétentions sur la France. Cette double pacification, religieuse et internationale, semble enfin offrir à Henri IV la sécurité qu'il recherche. Pourtant, les tentatives d'assassinat se poursuivent, alimentées par l'hostilité permanente des ultramontains qui ne pardonnent pas au roi ses multiples conversions. En 1602, Pierre Ouin, prêtre défroqué, est arrêté alors qu'il projetait d'empoisonner le souverain. Son plan, d'une sophistication inédite, prévoyait d'introduire du poison dans l'eau bénite que le roi avait coutume de boire après la messe. Les services de sécurité recensent au total une vingtaine de tentatives sérieuses contre la vie d'Henri IV. Cette répétition crée chez le roi un sentiment de résignation fataliste qui inquiète son entourage. Il refuse obstinément de modifier ses habitudes, considérant que l'accessibilité du souverain constitue un pilier de sa popularité. Malgré les menaces permanentes qui pèsent sur sa vie, Henri IV se consacre avec acharnement à la reconstruction d'un royaume exsangue. 40 années de guerre civile ont ruiné l'économie française. Les campagnes sont dévastées, les villes appauvries, le trésor royal vidé par des décennies de conflits. Le roi s'entoure d'hommes compétents qui partagent sa vision d'une France réconciliée. Maximilien de Béthune, futur duc de Sully, devient son principal ministre. Ce protestant rigoureux applique une politique économique rigoureuse qui redresse rapidement les finances royales. En quelques années, le déficit se transforme en excédent. Henri IV comprend que l'unification du royaume passe par la prospérité partagée. Sa fameuse formule « Je veux que chaque paysan puisse mettre la poule au pot le dimanche » résume sa philosophie politique. Il favorise l'agriculture, développe l'artisanat et encourage le commerce. Cette politique économique pragmatique réconcilie progressivement les Français avec leur roi. Les grands travaux urbains accompagnent cette renaissance économique. Henri IV transforme Paris en embellissant la capitale. La place Dauphine, la place Royale, actuelle place des Vosges, et la grande galerie du Louvre témoignent de cette volonté de grandeur. Ces chantiers offrent du travail aux artisans et redonnent fierté aux Parisiens. La politique religieuse d'Henri IV révolutionne l'Europe de son temps. L'édit de Nantes instaure pour la première fois une coexistence officielle entre deux confessions chrétiennes dans un même royaume. Cette tolérance, révolutionnaire pour l'époque, attire l'admiration des souverains protestants d'Europe et l'hostilité des monarques catholiques. Le roi multiplie les gestes de réconciliation. Il rappelle les jésuites dès 1603, reconnaissant leur utilité pour l'enseignement malgré leur rôle dans certaines tentatives d'assassinat. Il marie sa sœur Catherine de Bourbon,
protestante convaincue, avec le duc de Lorraine, catholique intransigeant. Ces unions mixtes symbolisent la nouvelle France qu'il entend construire. Au début de l'année 1610, Henri IV apparaît au faîte de sa gloire. La France connaît une prospérité retrouvée. Les guerres de religion appartiennent au passé. Le royaume unifié peut enfin rivaliser avec l'Espagne et l'Autriche sur la scène européenne. Pourtant, les nuages s'accumulent à l'horizon. Marie de Médicis, épouse du roi depuis 10 ans, se fait couronner reine de France le 13 mai 1610. Cette cérémonie, longtemps repoussée par Henri IV, suscite des interrogations. Pourquoi le roi a-t-il soudain accepté ce sacre? Les mauvaises langues prétendent qu'il prépare la régence de son épouse avant de partir en guerre contre l'Autriche. Le 14 mai, lendemain du couronnement, Henri IV annonce sa visite à Sully, malade à l'Arsenal. Cette sortie improvisée inquiète l'entourage royal. Le roi paraît nerveux, préoccupé. Il refuse pourtant l'escorte renforcée que lui propose le capitaine de ses gardes. « Je ne veux ni de vous, ni de vos gardes, je ne veux personne autour de moi », déclare-t-il selon les témoins. Le carrosse royal quitte le Louvre vers 4 heures de l'après-midi. Henri IV voyage en compagnie du duc d'Épernon et de quelques gentilshommes. L'attelage emprunte la rue Saint-Honoré, puis la rue de la Ferronnerie pour gagner l'Arsenal. Cette artère étroite et commerçante constitue l'un des passages obligés pour traverser Paris d'ouest en est. Rue de la Ferronnerie, un embouteillage immobilise le cortège royal. 2 charrettes bloquent la chaussée. Les passants se pressent autour du carrosse pour apercevoir leur souverain. Dans cette cohue, personne ne remarque François Ravaillac qui se faufile vers la voiture royale. Cet homme de 33 ans vient d'Angoulême. Fils d'un greffier déchu pour ses liens avec des conjurés, Ravaillac a grandi dans la haine des protestants. Clerc chez un notaire, puis maître d'école, il sombre progressivement dans le mysticisme le plus sombre. Les visions se multiplient dans son esprit dérangé. Selon ses propres déclarations lors de son procès, Ravaillac a eu une révélation au début de l'année 1609. Une voix céleste lui aurait ordonné de purger le royaume de l'antéchrist Henri IV. Cette mission divine justifie à ses yeux le régicide qu'il s'apprête à commettre. L'assassin escalade la roue du carrosse royal. Passant le bras par-dessus le duc d'Épernon, il frappe Henri IV à la poitrine de plusieurs coups de couteau. La première lame perce le poumon. La seconde traverse l'aorte. Le roi s'affaisse, sans un cri. « Je suis blessé !» murmure-t-il avant de perdre connaissance. Ravaillac ne tente pas de fuir. Les gardes le maîtrisent immédiatement et le traînent dans un hôtel particulier voisin. Le carrosse fait demi-tour vers le Louvre, mais il est déjà trop tard. Henri IV, le grand réconciliateur, vient de mourir sous les coups d'un fanatique catholique qui refuse la France tolérante qu'il a construite. L'arrestation de François Ravaillac déclenche immédiatement une enquête approfondie. Les autorités judiciaires veulent absolument découvrir les commanditaires de cet assassinat. L'idée qu'un simple illuminé ait pu abattre le roi de France sans aide extérieure paraît inacceptable aux enquêteurs. Le procès de Ravaillac commence le 16 mai 1610, soit 2 jours après l'attentat. Cette célérité traduit la volonté des autorités d'étouffer rapidement toute polémique sur d'éventuels complices. Le régicide comparaît devant le Parlement de Paris dans une atmosphère de vengeance populaire. Sous la torture, Ravaillac maintient obstinément sa version des faits. Il affirme avoir agi seul, poussé par ses visions mystiques et sa conviction que Henri IV préparait une guerre contre le pape. Cette constance dans ses déclarations surprend les juges habitués à voir les accusés dénoncer leurs complices pour échapper au supplice. L'enquête révèle pourtant des zones d'ombre troublantes. Comment un simple clerc d'Angoulême a-t-il pu s'approcher si facilement du roi? Pourquoi le duc d'Épernon, présent dans le carrosse, n'a-t-il pas tenté de protéger Henri IV? Ces questions alimentent immédiatement les théories conspirationnistes. Plusieurs pistes sont explorées par les enquêteurs. L'Espagne demeure le suspect numéro 1. Philippe III, successeur de Philippe II, n'a jamais accepté la pacification française qui prive Madrid d'un allié traditionnel. Des témoins affirment avoir vu Ravaillac à Naples en 1608, en compagnie d'exilés français hostiles à Henri IV. La piste jésuite refait surface, malgré le rappel de la Compagnie en 1603.
Les prédicateurs de cet ordre ont longtemps enseigné la légitimité du tyrannicide contre les souverains hérétiques. Ravaillac a-t-il été endoctriné par des membres secrets de cette confrérie? L'enquête ne parvient pas à établir de preuves formelles. Le duc d'Épernon devient rapidement un suspect privilégié. Cet ancien favori d'Henri III entretient des relations tendues avec Henri IV, qui lui préfère d'autres conseillers. Sa passivité lors de l'attentat et son ordre donné aux gardes de ne pas malmener Ravaillac alimentent les soupçons. Mais là encore, les preuves manquent. Marie de Médicis elle-même n'échappe pas aux accusations. Certains y voient la main d'une épouse lassée des infidélités royales et soucieuse d'assurer la régence de son fils. Le timing de l'attentat, au lendemain de son couronnement, paraît suspect aux esprits malveillants. Le 27 mai 1610, François Ravaillac subit le châtiment réservé aux régicides. Cette exécution publique vise à restaurer la majesté royale souillée par l'assassinat. La mise en scène macabre doit dissuader tous les futurs aspirants tyrannicides. Le matin de l'exécution, Ravaillac est soumis au supplice des brodequins pour le forcer à dénoncer ses complices. Les bourreaux enserrent ses jambes dans des planches qu'ils resserrent progressivement jusqu'à broyer les os. Malgré les douleurs atroces, le condamné refuse de révéler d'autres noms. Place de Grève, devant une foule immense venue assouvir sa soif de vengeance, commence le supplice final. La main droite de Ravaillac, celle qui a tenu le couteau régicide, est brûlée au soufre bouillant. Puis les bourreaux versent du plomb fondu, de l'huile bouillante et de la résine sur ses plaies béantes. L'écartèlement constitue l'apothéose de ce spectacle d'horreur. 4 chevaux tirent les membres du supplicié dans des directions opposées. Mais le corps résiste. Les bourreaux doivent entailler les articulations à la hache pour permettre aux chevaux d'arracher bras et jambes. Cette boucherie dure plus de 3 heures sous les huées de la populace. La mort de Ravaillac ne clôt pas les interrogations sur l'assassinat d'Henri IV. Au contraire, elle alimente les théories conspirationnistes qui persistent encore aujourd'hui. L'absence de commanditaire identifié laisse libre cours à toutes les spéculations historiques. La famille de Ravaillac subit les conséquences de cet acte maudit. Ses parents sont contraints à l'exil en Franche-Comté, alors territoire espagnol. Le nom de Ravaillac est proscrit à jamais. Ses descendants devront porter d'autres patronymes pour échapper à l'infamie attachée à ce régicide. La mort violente d'Henri IV transforme radicalement l'image de ce roi controversé de son vivant. En 1610, sa popularité s'érodait dangereusement. Les impôts augmentaient pour financer une guerre contre l'Autriche que les Français ne comprenaient pas. Ses infidélités conjugales scandalisaient les dévots. Sa politique pro-protestante inquiétait les catholiques. L'assassinat interrompt brutalement cette dégradation de son image. La mort frappe Henri IV au moment où il apparaît comme le père de la patrie réconciliée. Cette disparition tragique efface immédiatement toutes les critiques antérieures. Le roi mort devient un martyr de l'unité française. Dès les funérailles, célébrées en grande pompe à Saint-Denis le 1er juillet 1610, commence la construction du mythe henricien. Les orateurs funèbres comparent le défunt roi aux plus grands souverains de l'histoire, Salomon, David, Constantin, Saint-Louis. Cette transfiguration posthume gomme toutes les aspérités du personnage historique. La régence de Marie de Médicis, 1610-1614, contribue paradoxalement à cette idéalisation. Les difficultés de gouvernement de la reine-mère font regretter l'autorité ferme de son époux défunt. Les grands seigneurs, qui contestaient Henri IV de son vivant, célèbrent maintenant sa mémoire pour critiquer sa veuve. La littérature s'empare rapidement de cette figure légendaire. Dès 1594, Sébastien Garnier avait publié la première Henriade. Après 1610, les biographies se multiplient, mettant en scène un âge d'or henricien probablement mythique. Ces œuvres façonnent pour les siècles futurs l'image d'un bon roi Henri, paternel et bienveillant. Voltaire consacre définitivement cette légende avec sa Henriade, publiée en 1723. Le philosophe des Lumières fait d'Henri IV le champion de la tolérance religieuse contre l'obscurantisme. Cette vision, anachronique pour l'époque, ancre durablement le premier Bourbon dans la galerie des grands rois français. Les multiples tentatives d'assassinat contre Henri IV transforment profondément la conception de la royauté française.
Pour la première fois dans l'histoire du royaume, un souverain doit affronter une menace permanente sur sa vie. Cette situation inédite impose une révolution dans les pratiques du pouvoir. L'accessibilité traditionnelle du roi de France se heurte désormais aux impératifs sécuritaires. Henri IV refuse longtemps de modifier ses habitudes, considérant que l'éloignement du souverain nuirait à sa popularité. Cette obstination lui coûte finalement la vie et offre une leçon définitive à ses successeurs. Louis XIII, fils et héritier d'Henri IV, tire les conséquences de l'assassinat paternel. Dès son règne personnel, il s'entoure d'un protocole sécuritaire renforcé. L'accès au roi devient plus difficile. La surveillance se professionnalise. Ces précautions annoncent l'étiquette versaillaise de Louis XIV. L'assassinat d'Henri IV marque aussi une étape décisive dans l'affirmation de l'absolutisme royal. Les théoriciens de la monarchie utilisent ce régicide pour légitimer le renforcement du pouvoir souverain. Un roi plus puissant sera mieux protégé contre ses ennemis. Cette logique justifie la centralisation croissante de l'État français. Le mythe henricien, construit sur la mort tragique du roi réconciliateur, influence durablement la conception française de la royauté idéale. Henri IV devient le modèle du souverain proche de son peuple, mais ferme dans ses décisions. Cette image traverse les siècles et inspire encore les hommes politiques contemporains. La question du tyrannicide, centrale dans l'assassinat d'Henri IV, bouleverse également la réflexion politique de l'époque. Les théologiens catholiques doivent repenser leur doctrine sur la légitimité de tuer un souverain hérétique. La conversion d'Henri IV complique cette question puisque Ravaillac assassine un roi officiellement catholique. L'histoire des tentatives d'assassinat contre Henri IV révèle l'extraordinaire capacité de survie d'un homme traqué par ses ennemis pendant plus de 40 années. De la Saint-Barthélemy à la rue de la Ferronnerie, le futur roi puis le souverain échappent 20 fois à la mort avant de succomber à la 21e tentative. Cette longévité exceptionnelle dans un contexte d'hostilité permanente s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, Henri IV bénéficie d'un entourage dévoué qui veille constamment sur sa sécurité. Ses gardes gascons, recrutés dans sa province natale, lui vouent une fidélité indéfectible forgée par des années de combats communs. L'intelligence politique d'Henri IV constitue son meilleur atout face aux menaces. Il comprend très tôt que seule la réconciliation nationale mettra fin aux tentatives d'assassinat. Chacune de ses décisions vise à réduire le nombre de ses ennemis. Sa conversion de 1593 prive les ligueurs de leur principal argument contre lui. La popularité croissante du roi joue également un rôle protecteur essentiel. Plus Henri IV apparaît comme le père du peuple français, plus il devient difficile de le présenter comme un tyran à abattre. Les régicides potentiels perdent progressivement le soutien populaire nécessaire à leur projet. Paradoxalement, la multiplication des tentatives d'assassinat renforce la légitimité d'Henri IV. Chaque attentat déjoué fait de lui un roi providentiel protégé par la divine providence. Cette image de souverain miraculeusement préservé contribue à son prestige et décourage ses opposants. L'évolution des méthodes d'assassinat reflète aussi l'adaptation des ennemis du roi. Les premières tentatives misent sur la violence directe lors de déplacements ou de batailles. Progressivement, les complots se sophistiquent, empoisonnement, infiltration de l'entourage royal, manipulation d'esprits faibles comme Ravaillac, l'œuvre d'unification accomplie par Henri IV malgré les menaces permanentes pesant sur sa vie, constitue l'un des plus grands miracles politiques de l'histoire française. En 20 ans de règne, ce roi contesté transforme un royaume déchiré en une nation réconciliée avec elle-même. Cette réussite repose sur une méthode politique révolutionnaire pour l'époque, la tolérance pragmatique. Henri IV refuse de choisir entre ses sujets catholiques et protestants. Il invente une France plurielle où coexistent plusieurs confessions chrétiennes sous l'autorité d'un même souverain. L'édit de Nantes, 1598, institutionnalise cette révolution. Pour la première fois en Europe, un royaume accorde officiellement la liberté de culte à une minorité religieuse. Cette innovation scandalise les cours européennes, mais assure la paix civile en France. Les protestants renoncent à la rébellion en échange de garanties durables. La prospérité économique accompagne cette pacification religieuse. Henri IV et Sully appliquent une politique de redressement qui porte rapidement ses fruits.
L'agriculture se développe, l'artisanat renaît, le commerce reprend. Cette amélioration des conditions de vie réconcilie les Français avec leur roi. Les grands travaux urbains symbolisent cette renaissance. Henri IV transforme Paris en capitale digne des plus grandes monarchies européennes. La place royale, la grande galerie du Louvre, l'hôpital Saint-Louis témoignent de cette ambition architecturale. Ces chantiers offrent du travail et redonnent fierté aux Parisiens. La diplomatie henricienne consolide cette unification intérieure. La paix de Vervins, 1598, avec l'Espagne prive les opposants français de leur soutien extérieur. Philippe II renonce à ses prétentions sur la France. Cette normalisation internationale permet à Henri IV de se consacrer entièrement à la reconstruction de son royaume. Malgré ses succès éclatants, des fractures persistent dans la société française de 1610. Les catholiques les plus intransigeants n'acceptent jamais vraiment l'édit de Nantes. Les protestants les plus radicaux reprochent au roi son abandon de la cause réformée. Ces tensions sourdes expliquent la persistance des tentatives d'assassinat jusqu'à la mort du souverain. La mort d'Henri IV interrompt brutalement l'expérience politique la plus audacieuse de l'ancien régime français. Ce roi d'exception lègue à ses successeurs un royaume unifié mais fragile, une méthode de gouvernement tolérante mais contestée, un prestige royal restauré mais menacé par l'absolutisme naissant. Louis XIII, âgé de 9 ans à la mort de son père, hérite d'un trône consolidé mais d'une situation politique complexe. La régence de Marie de Médicis, 1610-1614, révèle immédiatement la fragilité de l'édifice henricien. Sans l'autorité personnelle du roi défunt, les grands seigneurs relèvent la tête et les tensions religieuses renaissent. Le testament politique d'Henri IV transparaît dans ses dernières décisions. Quelques mois avant sa mort, il fait couronner Marie de Médicis pour assurer la transition dynastique. Cette précaution révèle sa conscience de la menace permanente pesant sur sa vie. Il prépare l'avenir de la monarchie tout en refusant de modifier ses habitudes personnelles. L'influence d'Henri IV sur ses successeurs reste considérable malgré sa disparition prématurée. Louis XIII conserve Sully comme ministre et poursuit l'œuvre de redressement économique. L'édit de Nantes survit jusqu'en 1685, soit 75 ans après la mort de son concepteur. Cette longévité témoigne de la pertinence de la solution henricienne. Louis XIV, petit-fils d'Henri IV, s'inspire largement de l'exemple de son grand-père pour construire son règne. Le roi Soleil reprend la méthode henricienne de réconciliation nationale en intégrant les anciennes élites frondeuses à la cour de Versailles. Cette politique d'assimilation évite les guerres civiles qui ont failli détruire la monarchie au XVIe siècle. La méthode henricienne influence aussi la diplomatie française des siècles suivants. L'idée d'une France médiatrice entre les confessions européennes perdure longtemps dans la politique extérieure du royaume. Cette tradition explique en partie l'alliance française avec l'Empire ottoman contre l'Autriche catholique. 4 siècles après l'assassinat d'Henri IV, plusieurs mystères demeurent non résolus. L'enquête bâclée de 1610 laisse subsister de nombreuses zones d'ombre que les historiens contemporains tentent encore d'éclaircir. Ces interrogations alimentent un débat historiographique passionnant sur les derniers jours du règne henricien. La question centrale reste celle des commanditaires de Ravaillac. Les historiens modernes penchent majoritairement pour la thèse du fanatique isolé, mais certains indices troublants subsistent. Les voyages de Ravaillac, ses contacts avec des exilés français, le financement de ses déplacements soulèvent encore des interrogations légitimes. L'attitude du duc d'Épernon lors de l'attentat continue d'intriguer les spécialistes. Pourquoi cet homme d'expérience n'a-t-il pas protégé le roi? Son ordre donné aux gardes de ne pas malmener Ravaillac paraît suspect. Certains historiens y voient la preuve d'une complicité, d'autres l'explication par le choc de l'événement. La responsabilité de Marie de Médicis fait également débat. Son couronnement la veille de l'attentat paraît troublant rétrospectivement. Mais les accusations portées contre elle relèvent probablement de la misogynie de l'époque, qui refuse d'imaginer une femme capable de gouverner sans manipulation. La piste espagnole mérite une attention particulière. Philippe III n'a jamais accepté la grandeur française retrouvée sous Henri IV. Les archives madrilènes révèlent l'existence de réseaux d'espionnage et de déstabilisation dirigés contre la France. Ravaillac a-t-il été manipulé par ses services secrets?
les preuves manquent encore. Ces mystères non résolus n'altèrent pas l'héritage essentiel d'Henri IV. Ce roi d'exception démontre qu'un souverain peut survivre à la haine la plus féroce en pratiquant une politique de réconciliation courageuse. Sa méthode reste d'actualité dans toutes les sociétés déchirées par les conflits identitaires ou religieux. L'exemple henricien inspire encore les dirigeants contemporains confrontés aux défis de l'unité nationale. Face aux tentations communautaristes ou séparatistes, la leçon d'Henri IV demeure pertinente. Seule l'intégration respectueuse des différences permet de construire une nation durable et apaisée. François Ravaillac croyait tuer un roi. Il ne savait pas qu'il allait créer une légende. En assassinant Henri IV rue de la Ferronnerie, ce fanatique catholique transforme un souverain contesté en martyr de l'unité française. Cette mort tragique efface toutes les critiques antérieures et transfigure à jamais l'image du premier Bourbon. L'histoire des 20 tentatives d'assassinat subies par Henri IV révèle l'extraordinaire parcours d'un homme qui refuse de céder à la haine. Face aux fanatiques des deux camps, il maintient cap sur la réconciliation nationale. Cette obstination lui coûte finalement la vie, mais sauve définitivement la France de la guerre civile. L'héritage d'Henri IV dépasse largement les frontières françaises. Ce roi d'exception démontre qu'un dirigeant peut surmonter les divisions les plus profondes en pratiquant une politique de tolérance courageuse. Dans un monde contemporain encore déchiré par les conflits religieux et identitaires, la méthode henricienne garde toute sa pertinence. 4 siècles après sa mort, Henri IV demeure l'un des rois les plus populaires de l'histoire française. Cette popularité posthume valide rétrospectivement sa stratégie politique. En refusant de choisir entre ses sujets, il a choisi la France éternelle contre les Frances temporaires des factions. Le sang versé rue de la Ferronnerie arrose la naissance de la France moderne. Henri IV meurt en léguant à ses successeurs un royaume unifié, une méthode de gouvernement tolérante et un prestige royal restauré. Cet héritage exceptionnel justifie le titre de grand accordé à ce souverain d'exception. Ravaillac voulait sauver la vraie foi. Il a finalement servi la vraie France, celle qui rassemble au lieu de diviser, celle qui unit au lieu d'exclure. Cette ironie de l'histoire fait d'Henri IV le roi le plus vivant de nos morts illustres. Son exemple éclaire encore notre présent troublé et guide nos pas vers un avenir réconcilié.